Bismillahirrahmanirrahim. Je continue donc le cours sur les interfaces homme-machine. Je vais traiter deux chapitres et je vais diviser la présentation en deux vidéos. Donc d'abord, je commencerai par parler de la partie conception. C'est une partie extrêmement courte dans laquelle je vais principalement cibler sur le fait de séparer le code lors du codage en ce qui concerne l'interface homme-machine. Alors, comme vous le savez, lors de la conception, nous avons dit à plusieurs reprises qu'il faut que la conception soit centrée sur l'apprenant. Donc, privilégier une approche participative, alors que classiquement, la conception était centrée sur la technologie. Alors, quel que soit le modèle de conception que vous utilisez, évidemment, il y a le modèle en cascade que vous connaissez en génie logiciel. Après cela, il faut que privilégier d'autres méthodologies de conception qui soient plus ou moins itératifs, tels que les modèles donc agiles ou bien les méthodes en spirale, etc. Quel que soit, il faut que ces modèles-là soient évidemment centrés sur l'utilisabilité et par conséquent, il faut qu'ils permettent une approche participative. Alors, comme vous le savez, l'approche en cascade ne permet pas vraiment une certaine agilité et le fait de pouvoir itérer et de pouvoir évaluer à plusieurs reprises. Il y a plusieurs avantages et inconvénients, mais nous allons beaucoup plus privilégier des approches qui sont itératives, dans laquelle toujours on peut considérer une phase de validation avant de pouvoir passer à d'autres choses. Donc vous connaissez déjà, donc nous avons étudié et nous avons répété cela à plusieurs reprises. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est lorsque nous arrivons à la partie logicielle. C'est-à-dire, au niveau de la conception, nous l'avons dit, nous l'avons répété, il faut privilégier donc des évaluations avec l'utilisateur en utilisant bien sûr les prototypages papier, les prototypages numériques, etc. Mais lorsque vient le rôle ou l'étape de développement et de programmation, est-ce que l'interface est également prise en compte? Alors, bien sûr qu'il faut que l'interface soit prise en compte, c'est très important, parce que nous sommes de toute façon suivis par la suite par d'autres types de tests, tels que d'autres étapes où l'interface a une importance. Donc, si je parle par exemple de la maintenance, et lorsque la maintenance va concerner, et les statistiques le prouvent, la partie en ce qui concerne l'interface, il faut que le développement ait eu lieu de manière à ce que la maintenance de la partie interfaçage se fasse de manière plus simple. Donc évidemment, on doit se rappeler cette simple figure qui nous incite à faire une séparation complète entre nos noyaux fonctionnels de notre application et l'interfaçage, qu'il soit sous forme web ou qu'il soit une interfaçage graphique. Et bien sûr, nous allons privilégier à ce moment-là des modèles tels que le modèle MVC. Je ne vais pas l'expliquer, nous en avons déjà parlé dans le cadre d'autres cours. Donc, le reste des slides explique tout simplement le modèle MVC et où est-ce qu'il faut bien sûr se concentrer sur la partie vue qui va représenter l'interfaçage et qu'il soit interface graphique ou qu'il soit interface web ou qu'il soit interface mobile. Et c'est au niveau, donc la séparation entre la vue, le contrôle et le modèle où je vais stocker les données permettent d'assurer cette séparation complète entre le noyau du système et la partie interfaçage. Voilà, donc ici je finis donc la partie conception. Comment est-ce que je peux assurer une bonne maintenance et une évaluation au niveau des interfaçages. Alors, lorsque je parle maintenant, donc le dernier chapitre qui est un petit peu lent et que je vais découper en deux, donc bien sûr une évaluation de l'interface
doit toujours avoir lieu. Comment est-ce que je fais l'évaluation? C'est ce que nous allons étudier. Alors, comme nous avons déjà dit, l'évaluation doit avoir lieu. Donc, si je prends un modèle ici qui est un cycle de développement en V, nous avons dit que l'évaluation va avoir lieu à plusieurs moments du développement du logiciel. Donc, nous avons étudié les autres composantes des IHM, où nous avons donc parlé des prototypages, nous avons parlé du modèle de l'utilisateur, etc. Mais l'évaluation va avoir lieu à plusieurs moments. Et donc, cette évaluation, comment est-ce que je peux la réaliser? Comme il existe une évaluation en termes de génie logiciel de manière globale, où je vais évaluer la performance de mon logiciel sur le plan soft et sur le plan hard, je vais pouvoir évaluer la maintenance, la sécurité, etc. De la même manière, je dois évaluer l'interface de mon application. Et ici apparaît, au fait, comment est-ce que je réalise l'application, apparaît un terme qui est très important, très connu dans le monde des IHM et qui s'appelle l'utilisabilité ou bien usability en anglais. Alors, quelques questions qui doivent se poser pour pouvoir assurer cette utilisabilité, cette évaluation. Donc, quelques exemples de questions, et c'est ce que je vous invite à vous poser tout le temps des questions lorsque vous êtes en face d'une interface, d'un logiciel. Est-ce que, par exemple, un opérateur est capable de répondre à des situations d'urgence de manière rapide sur son interface? Est-ce qu'une machine distributrice de tickets va pouvoir permettre à un utilisateur novice, très important novice, qui n'a jamais utilisé cette machine, de pouvoir récupérer son ticket de manière simple et pour la première fois? Est-ce que la terminologie, est-ce qu'elle est familière? Est-ce qu'un utilisateur qui fait face à une erreur peut corriger ou est-ce qu'il peut quitter le système sans être bloqué dans cette erreur, etc. Alors, il y a des manières systématiques qui me permettent de faire cette évaluation. Elles sont de deux ordres. La première est ce que nous appelons une évaluation formative qui a lieu durant la phase de conception et de développement, mais toujours avec une version qui est complète du logiciel. Et une évaluation sommative qui a lieu complètement à la fin, lorsque je vais pouvoir avoir une version finale du logiciel. Donc, dans un premier temps, cette vidéo-là va se terminer lorsque je vais avoir passé en revue comment je réalise la formation, l'évaluation formative. La vidéo suivante va expliquer l'évaluation sommative. Alors, les techniques d'utilisation de l'évaluation du premier type d'évaluation va consister à faire une évaluation heuristique à partir d'un certain nombre de principes qui sont de deux types. Alors, nous avons déjà étudié dans les chapitres précédents un ensemble de ces heuristiques-là, auxquels nous allons rajouter 10 principes qui sont appelés les principes de Nielsen, et c'est ce qui consiste, c'est ce que je vais expliquer dans la suite de cette vidéo-là. Dans la vidéo suivante, je vais expliquer donc la manière sommative qui va utiliser une méthode d'un monsieur qui s'appelle Schneiderman. Alors, ce que nous avons appris depuis le début de ces cours-là, un ensemble d'heuristiques que l'on peut tout le temps appliquer. Donc d'abord, il faut avoir à l'idée que l'évaluation doit être centrée sur l'utilisateur et non pas sur le concepteur, et non pas sur le développeur, et non pas sur le directeur, mais bien sur l'utilisateur final, que je dois connaître la cible, la population cible, et comprendre les tâches qu'il va vouloir réaliser. Nous avons parlé à plusieurs reprises qu'il faut minimiser la charge mentale, donc la gestion de la mémoire de l'utilisateur est très importante. Nous avons parlé d'un ensemble de principes directeurs ou de guidelines en ce qui concerne les couleurs. Donc, je vous invite à lire chacun de ces items-là par rapport à ces catégories. Et nous avons parlé ou discuté au tout début du cours
des principes de normal qui sont l'affordance, la visibilité et le feedback. Donc, tout ceci doit être tout le temps présent pour pouvoir évaluer. Alors, l'évaluation heuristique a lieu doivent être faites par, bien sûr, des experts qui font une inspection générale de toute l'interface utilisateur et qui les comparent contre chacune de ces heuristiques-là que je vais expliquer. Et on va lister à la fin cet ensemble de problèmes d'utilisabilité que nous devons expliquer et justifier dans le cadre d'un rapport qui doit être remis aux personnes compétentes. Alors, voici les 10 règles, 10 principes de Nielsen. Alors, au départ, elles semblent un peu longues, mais vous allez voir que nous avons déjà étudié un ensemble d'entre elles et nous allons pour pouvoir nous en rappeler, nous allons justement passer au chunking ou à leur regroupement pour pouvoir mieux nous les rappeler. Alors, la première des choses, premier principe, c'est d'avoir toujours en tête qu'il faut que l'utilisateur retrouve les différentes composantes du monde réel dans lequel nous vivons. Donc, il faut vraiment parler le langage d'utilisateur. Il ne faut absolument pas utiliser du jargon informatique tel que, par exemple, ici, vous voyez que type mismatch, ceci est un jargon purement informatique. Alors, il faut utiliser donc les métaphores du monde réel. Ici, vous voyez, par exemple, la poubelle qui est utilisée dans un logiciel Lotus de IBM dans l'une de ses anciennes versions. La poubelle, pour pouvoir la vider, l'icône utilisée était de lui associer du feu, alors que dans la réalité, ceci n'a jamais lieu. Alors, le deuxième principe est le fait d'être consistant et standard. Il faut que l'utilisateur soit le moins possible confronté à une quelconque surprise, des choses qu'il ne comprend pas dans son interface. Il faut absolument, donc par exemple, nous l'avons déjà dit, respecter les standards des différentes plateformes utilisées. L'exemple le plus frappant que nous avons discuté, c'est l'icône de la disquette pour pouvoir enregistrer alors que cette dernière n'existe plus pour la simple raison que c'est un standard établi depuis bien longtemps. Alors, nous pouvons parler également de la documentation qui doit être tout le temps fournie, bien que en général, elle est omise ou bien elle est mise de côté, mais il est très important de pouvoir offrir de l'aide à l'utilisateur. D'accord? Aujourd'hui, cette aide-là peut prendre différentes formes. Ça peut être donc euh, pouvoir aider l'utilisateur à euh, rechercher dans l'aide à travers par exemple, des tables des matières ou bien profiter de la barre de recherche pour pouvoir chercher. Actuellement, on peut rajouter également le fait de pouvoir profiter d'un certain forum par rapport à un logiciel qui nous permettent de retrouver certaines questions qui ont été posées. Je citerai également les FAQ, les foires aux questions ou les Frequently Asked Questions, mais j'aimerais également parler au fait de la dernière nouveauté dans le domaine qui concerne l'utilisation de certaines techniques intelligentes. Aujourd'hui, nous utilisons ce qui est appelé les chatbots. Donc ici, j'ai repris au fait une icône d'un site de IBM que je vais vous montrer ici. Si vous rentrez sur le site d'IBM, vous allez voir que vous avez un chatbot. Lorsque vous cliquez, eh bien, vous pouvez taper votre question et envoyer. Et vous avez l'impression que c'est une personne qui vous répond, mais en fait, c'est un ordinateur, un logiciel de catégorie chatbot qui va pouvoir comprendre votre question et qui va pouvoir vous répondre. Voilà, donc l'aide fournie dans le cadre d'un logiciel est extrêmement important. Alors, nous l'avons dit également à plusieurs reprises, le fait de faire sentir à l'utilisateur qu'il a parfait contrôle et liberté d'utiliser son système sans qu'il y ait des barrières. Donc, par exemple, pour pouvoir fournir le Endo utilisé à travers le CTRL Z ou bien cette icône-là, les opérations très longues doivent être
annulables et les différents dialogues doivent toujours avoir un bouton d'annulation. Donc ici, vous pouvez voir les choses qui permettent de réaliser le contrôle et la liberté. Vous avez par exemple ces deux petits boutons-là. Nous pouvons voir que ici, l'utilisateur va se rendre compte que l'opération est assez longue, mais il a la possibilité de pouvoir arrêter ou de pouvoir complètement donc annuler toute l'opération ou bien de la poser. Et ici, vous voyez que lors de l'installation d'un logiciel, le fait de passer d'une boîte de dialogue à une autre, vous avez les différentes icônes qui vous permettent de vous déplacer à droite, à gauche, de revenir, de mettre à jour ou bien de complètement annuler l'opération d'installation. Imaginez que cette opération prenne beaucoup de temps et qu'il n'y ait pas ces différentes icônes, ces différentes boutons, l'utilisateur va se sentir complètement bloqué dans cette opération-là. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut éviter, toujours fournir, donner le contrôle parfait, la liberté à l'utilisateur de se déplacer et d'annuler, etc., une tâche donnée. Il faut toujours fournir également une visibilité du système. Donc ici, vous voyez que le fait d'avoir visibilité et feedback, vous voyez que ici, le fait d'avoir cette barre renseigne l'utilisateur sur le temps qu'elle va prendre et également le renseigne de l'avancement de la tâche donnée. D'accord? Donner également la possibilité de lui donner un feedback comme quoi une opération s'est bien déroulée. Alors, comment est-ce que je peux juger que je dois que je dois assurer une visibilité par rapport à une tâche donnée en termes de temps? Donc ici, vous pouvez voir que lorsque le temps est inférieur à une seconde, aucun feedback n'est nécessaire. Par contre, lorsque la tâche en question va prendre entre 1 et 5 secondes, il faut afficher un curseur qui permet de dire que l'ordinateur est occupé à exécuter la tâche. Lorsque vous avez une tâche qui est supérieure à 5 secondes, il faut fournir la barre de progression, tel que c'est le cas ici, et de pouvoir indiquer la progression, mais également le temps qu'elle va prendre. Comme ça, l'utilisateur a la possibilité, donc, comme on a dit tout à l'heure, d'annuler, s'il le désire, la tâche en question. Alors, donc 5, 6, flexibilité et efficacité. Ceci consiste à fournir des shortcuts pour des opérations qui sont très fréquentes et de ne pas toujours obliger l'utilisateur à faire une tâche de manière complète, mais d'assurer un certain nombre d'accélérateurs. Alors, si je prends le cas, si vous voulez, du GAB, vous voyez que on aurait pu donner à l'utilisateur une interface dans laquelle il va saisir le montant pour lequel il désire donc retirer de l'argent. Mais en faisant des études statistiques, on s'est rendu compte que l'utilisateur donc retirait de l'argent avec les montants-là. C'est pour ça que ici nous réalisons ce qu'on appelle un ensemble de shortcuts. Ici, vous voyez que lorsque j'ouvre un certain nombre de fichiers, il y a l'historique et l'historique des fichiers qui ont été ouverts qui s'affichent et qui permettent de récupérer ou de faire appel à ces fichiers-là de manière assez rapide. Donc, il y a différentes manières qui permettent de réaliser cette flexibilité et cette efficacité pour les tâches qui sont répétitives. L'heuristique numéro 7 est extrêmement importante parce que comme vous avez, dans une interface, nous avons toujours à gérer des erreurs et nous avons vu comment les différents types de programmation web, mobile, etc. nous permettent de corriger les erreurs
en utilisant les différentes composantes de la technologie utilisée. Par contre, le principe de l'interface, il vous dit il faut complètement éviter et prévenir l'erreur dès le départ. Et c'est une question d'interface au lieu que ce soit une question d'architecture et de technologie. Donc, je prends un exemple très, très simple qui concerne, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une date. Au lieu de donner le cas le plus simple et le plus méchant, c'est de laisser complètement un champ vide et c'est l'utilisateur qui doit rentrer. Donc, je dois m'assurer au niveau de la programmation que le champ suit bien et respecte le format. Un deuxième niveau est de pouvoir l'informer que je veux un format qui suive ce template, donc le jour, le mois et l'année. Mais l'autre façon où je vais vraiment réaliser la prévention est de pouvoir fournir le champ avec une icône qui permet de rentrer directement la date. D'accord? Lorsque je clique, vous avez donc la boîte qui vous permet de choisir directement dans euh, j'ai oublié le nom, mais lorsque vous cliquez, vous avez la boîte qui vous permet de choisir une date particulière euh, par rapport à celle que vous voulez. Il est également possible d'avoir un combo box au lieu d'avoir une liste, un champ dans lequel vous allez saisir. Je fournis, par exemple, si j'ai à choisir, par exemple, disons un pays. Donc, au lieu de donner la libre possibilité à l'utilisateur de saisir le pays, je vais stocker dans ma base l'ensemble de tous les pays avec lesquels je fais affaire et en cliquant sur le combo box, la liste va s'afficher. Comme ça, je vais complètement éviter les erreurs, etc. Bien sûr, il ne faut pas faut pas être vraiment comme on dit ici, overboard. Par exemple, ici, vous avez le cas où je vais rentrer un numéro de sécurité sociale et vous allez rentrer un nombre euh, chaque nombre à la fois. Ici, c'est quand même un petit peu exagéré. Alors, nous avons déjà également parlé de la reconnaissance au lieu du rappel, donc ce qui permet de minimiser la charge mentale de l'utilisateur en utilisant par exemple les menus au lieu d'un langage de commande, en utilisant les combo box, etc. Alors, actuellement, ce qui est très utilisé au niveau de la barre de recherche, au niveau des text fields, c'est de pouvoir les associer ou lui fournir la possibilité d'autocomplete. Donc, au fur et à mesure que je saisis, la machine vous fournit, la machine va vous fournir donc les possibilités qui lui sont offertes. L'autre grand problème, c'est donc la gestion des erreurs au niveau d'une interface. Il faut bien savoir comment gérer les erreurs. Il faut toujours être constructif, rappeler à l'utilisateur ce qu'il a dit, d'accord? Être dans une optique très constructive et être poli et ne pas du tout blâmer l'utilisateur en lui disant, par exemple, erreur fatale, que ce n'est pas illégal, etc. Et il faut bien sûr éviter les détails très techniques à l'utilisateur. Nous l'avons également répété à plusieurs reprises. Il faut vraiment assurer une conception qui soit la plus minimaliste possible, éviter tout ce qui est information ou composante qui ne sert absolument à rien. Essayez d'être le plus simple possible. Donc ici, vous avez d'autres exemples de simplicité. Vous pouvez voir ici que nous avons une barre des tâches qui est très compliquée, une barre d'icônes qui est compliquée, etc. Donc il faut utiliser euh, des composantes qui sont très claires. Regardez la différence entre les deux. Avoir un alignement au niveau des contrôles. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'alignement. Donc, ça ne ressemble pas du tout au genre de boîte de dialogue que nous connaissons actuellement. Utiliser un langage qui est concis et clair, etc. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, donc nous venons de voir les 10 principes de Nielsen qui peuvent être regroupés en une, deux, trois, quatre composantes. La dernière qui reste toute seule, c'est le fait d'être très simple. Les trois ici concernent des principes de gestion des erreurs. Les trois ici concernent le fait que l'utilisateur doit sentir qu'il a parfait contrôle de son système
en lui fournissant donc la possibilité de liberté et de contrôle à l'intérieur, de visibilité, de flexibilité, etc. Et la première, c'est qu'il faut que l'utilisateur qu'on réponde aux attentes des utilisateurs. Il ne faut pas qu'il voit donc des icônes du langage qui lui est pas du tout familier, etc. Voilà. Donc ici, pardon, j'ai pas encore fini, non. Donc ici, vous avez un exemple d'un site ou d'une interface. Bien sûr, elle est pleine d'erreurs. C'est fait exprès. Donc vous voyez comment je vais faire appliquer les différentes heuristiques. Je rappelle que nous avons vu plusieurs heuristiques en plus de 10 heuristiques de Nielsen. Donc, nous prenons cette... alors, on peut voir, par exemple, parmi les choses que nous avons étudiées, que nous avons deux types de boutons. D'accord? Nous avons vu, par exemple, que ici, nous utilisons le rouge alors que ce n'est pas une erreur, etc. Donc, bien sûr, si vous jetez un coup d'œil sur l'interface, vous allez voir qu'elle est pleine d'erreurs. Alors, comment je fais l'évaluation? Donc, je vais noter chacune de ces euh, erreurs-là. Comme j'ai dit, il faut passer en revue tous les principes, les 10 plus ceux qu'on a vus auparavant, et de voir est-ce que c'est appliqué ou non. Donc, est-ce qu'il y a une conception minimaliste? Alors, on peut voir bien sûr qu'il n'y a pas, elle n'est pas du tout minimaliste, elle est très, très chargée. Est-ce que la visibilité du système, etc. Donc, on va passer en revue. Vous pouvez revoir à tête reposée ces différentes erreurs et vous allez voir que euh, différents principes ne sont pas respectés. Voilà. Alors, cette méthode-là a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que ses coûts sont très, très bas. Il n'y a pas grand-chose à faire à part passer en revue. Donc, c'est une question de temps, tout simplement. C'est une technique qui suit l'intuitivité de l'évaluateur. Elle est simple et elle peut être appliquée à plusieurs reprises et depuis le départ, même avec le prototype papier. Son inconvénient majeur, c'est qu'elle focus sur le problème sans apporter aucune solution à ce problème-là. C'est au concepteur de l'interface de proposer une nouvelle solution pour pouvoir donc revenir au niveau de l'évaluation et pouvoir la réexécuter de nouveau. Alors, lorsque je fais une évaluation heuristique complète d'une interface donnée, avec quoi je finis? Je finis avec un rapport, d'accord? Tel que ce que je vais vous demander de faire dans votre rapport final. Qu'est-ce que je dois inclure? Donc, je dois inclure le problème en question en soulignant l'heuristique qui a été appliqué. Donc, par exemple, ici, Error Prevention, d'accord? Et je donne une description avec une certaine sévérité. Donc, par exemple, ici, il est très sévère, etc. Et je fais une recommandation, donc une proposition de solution, bien que la solution ne soit pas systématique, mais je fais une recommandation en donnant éventuellement une prise d'écran, un screenshot où le problème apparaît sur l'écran. Voilà, donc j'ai fini la partie d'évaluation heuristique en appliquant donc les principes que nous avons vus auparavant, plus les 10 principes de Nielsen. Dans la vidéo suivante, je vais me concentrer sur l'évaluation empirique qui se fait à la fin.